micro une seconde, voilà. Comme chaque année, Luc Ferry nous fait l'amitié, l'honneur de venir. C'est aussi l'un des sociétaires de ces rencontres. Et en plus, tu nous fais chaque année une sorte de faveur, puisqu'on a en fait un coup d'avance sur tes livres. Parce que l'année dernière, tu avais évoqué la question de la vie longue. C'est un livre qui a été publié il y a un mois, hein, à peu près, qui s'appelle La vie heureuse, mais qui est un livre alors, que beaucoup d'entre vous ont acheté, mais ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore acheté, achetez-le vraiment, parce que c'est un livre en fait qui est aussi un livre scientifique. C'est-à-dire que c'est vraiment une réflexion et un état de la science très précis sur ce qui nous est promis, et d'ailleurs un peu plus que promis d'ailleurs, hein, sur des évolutions qui sont déjà en cours en matière de lutte contre le vieillissement, de longévité, et ça débouche sur, enfin, c'est complété par une réflexion philosophique. Et donc c'est très rare d'avoir des ouvrages et des penseurs qui sont capables d'avoir à la fois de mener une réflexion scientifique et une réflexion philosophique. Alors ça, c'était la conférence de l'année dernière. La conférence de cette année, elle porte sur le bonheur, même si c'est un sujet sur lequel tu t'exprimes depuis longtemps. Ce que je te propose, si ça te convient, c'est de t'exprimer pendant 30 minutes, et puis ensuite, on discute de tout ça. Merci. À toi, et merci encore, merci de ta fidélité. C'est moi qui te remercie, mon ami, et qui vous remercie d'avoir la gentillesse de m'écouter. Hop. Et en effet, je vais vous raconter mon prochain livre, ce qui vous évitera de l'acheter. Et en revanche, alors, est-ce que vous auriez la gentillesse de baisser un peu les projecteurs, car j'ai l'impression d'être au commissariat de police. Et en plus, dans le noir complet, je ressemble à Brad Pitt. Et donc... malgré mes 72 ans. Voilà, si vous avez la gentillesse de baisser un petit peu, parce que j'aime bien, en plus, c'est une vieille habitude, voir le fond de la classe pour voir si on suit aussi là-bas. Voilà. Alors, oui, je vais le rapprocher moi-même, vous embêtez pas. Vous aurez besoin du tabouret ? On ne sait jamais. C'est ce qui peut se passer dans la demi-heure qui vient. Voilà. Ouais, merci bien. Voilà, je voudrais vous raconter ce que j'appelle la séquence à 3 temps, et qui est, ça paraît un peu, et même beaucoup, mégalomane ce que je vais vous dire, mais je pense que c'est la clé de compréhension du monde dans lequel nous vivons en Occident, dans les vieilles démocraties. Je pense que ça explique à peu près tout ce que nous vivons sur le plan moral, spirituel et même en grande partie politique. Et je pense qu'on vit une séquence à 3 temps. 1, la déconstruction des grandes visions du monde sacrificielles, le nationalisme, le communisme, le christianisme en particulier, donc une déconstruction au XXe siècle des valeurs et des autorités traditionnelles, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et je vous donnerai quelques chiffres qui sont à mes yeux incroyablement parlants. Et une fois qu'on a déconstruit ces grandes causes, eh bien apparaît le souci de soi, le narcissisme contemporain et la quête du bonheur personnel ici et maintenant, avec le développement de la psychologie positive et des théories du développement personnel. Et puis je voudrais vous indiquer, 3e temps, d'où viennent ces déconstructions, d'où vient la déconstruction des grandes idéologies sacrificielles qui a marqué la deuxième moitié surtout du XXe siècle. Avec l'idée, je vous donne tout de suite le fil conducteur. Pendant des millénaires, en tout cas pendant des siècles, les humains ont vécu dans des idéologies, des religions, des philosophies du bonheur différé. Le bonheur, c'était après le travail. Pour les écoliers, c'était après la classe. Pour les ouvriers, c'était après la retraite. Pour les catholiques, c'était après la mort. Pour les communistes, c'était après la révolution. Mais c'était après. Au fond, on était comme le 3e petit cochon dans le fameux conte. Et ce que nous vivons aujourd'hui, comme dit la chanson, il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. S'il n'y a plus d'après, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. Ce n'est pas plus tard. Si on n'a pas une deuxième vie après la vie, si on ne croit plus à la résurrection de Lazare, si on ne croit plus à l'avenir radieux communiste, si on ne croit plus à l'après-révolution, si ces grandes idéologies sacrificielles s'effondrent, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. Ce n'est pas plus tard, puisqu'il n'y a pas de plus tard, il n'y a pas d'après. D'où la prolifération des idéologies du bonheur ici et maintenant. Victoire du 1er petit cochon sur le 3e. Et c'est ça que je voudrais vous raconter. Ça paraît bête, mais à mon avis, ça ne l'est pas, et ça explique énormément de choses dans ce qui se passe aujourd'hui. Premier point, donc, la lame de fond de la déconstruction. Déconstruction des valeurs sacrificielles, déconstruction des grandes idéologies transcendantes, des grandes causes.
trois grandes idéologies qui passent à la trappe. Le nationalisme d'abord, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles. Moi, je suis pas un fanatique de la guerre de 14 ni de la Deuxième Guerre mondiale. Première guerre, 20 millions de morts. Deuxième guerre, 65 millions de morts. Bon, pas formidable. Mais on a une déconstruction des idéologies nationalistes. Je parle de la vieille Europe, je ne parle pas de l'Ukraine ou de la Russie. Je parle de la vieille Europe, évidemment. Et donc, pensez par exemple au fameux épisode du chemin des dames. On est le 16 avril 1917 et le général Nivelle donne l'ordre aux troupes françaises de prendre ce chemin des dames. C'est en vérité un plateau entre deux vallées aux Allemands. Les Allemands occupent le chemin des dames depuis 1914. Ils y ont installé des nids de mitrailleuses, toutes sortes de souterrains, donc c'est très bien défendu. En 2 mois, il va y avoir 500 000 morts. À peu près autant côté français, côté allemand. Alors on discute un peu sur les chiffres, mais enfin en gros c'est ça. Je prétends que, et c'est des gamins pour la plupart qui vont mourir pour prendre une colline aux Allemands en 2 mois. Je pense qu'aujourd'hui ce type de nationalisme-là, ça n'existe plus. C'est fini. Aucune famille française n'accepterait ça. C'est fini. Marine Le Pen est peut-être patriote nationaliste si vous voulez, mais pas dans ce sens-là, pas au sens mortifère du terme. Le communisme, quoi qu'on pense du communisme, je ne suis pas spécialement communiste, mais c'était une grande cause supérieure aux individus. Le communisme passe dans les élections, j'ai regardé les chiffres de près, en gros, dans les années 50-60, il représente entre 25 et 30% de l'électorat français. Il est à 2% aujourd'hui. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais mais enfin, c'est un effondrement, c'est inimaginable. Et quoi qu'on en pense, moi, tous mes copains en 68, ils étaient communistes. André Comte-Sponville, Alexandre Adler. S'ils n'étaient pas communistes, ils étaient marxistes de toute façon. Ils étaient maoïstes, ils étaient trotskistes ou anarchistes éventuellement. Mais c'était la révolution à droite et la révolution à gauche et la nation à droite. C'était les 2 foyers de sens de la vie politique. Et puis le catholicisme s'est effondré dans la vieille Europe, et je vous donne les chiffres pour la France, ils sont incroyables, et je ne comprends pas d'ailleurs qu'on n'en parle pas davantage, parce que c'est évidemment une explication de ce qu'on vit qui est de premier ordre. Il y a en France, en 1950, 45 000 prêtres catholiques, il n'en reste que 5 000 aujourd'hui. Vous voyez ? Et je vous donne les chiffres de l'Église, tout simplement. Il y a, en 1950, 95% des Français sont baptisés. Ça veut dire les communistes aussi, c'est donc Amillot et Pépone. On ne sait jamais, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Et donc 95% des Français sont baptisés, ils sont 30% aujourd'hui. Vous voyez, les 3 grandes idéologies sacrificielles se sont littéralement effondrées, quoi qu'on en pense. On peut trouver que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. C'est pas il ne s'agit pas de juger, il s'agit de comprendre d'abord. Et donc on est dans cet effondrement des grandes idéologies sacrificielles qui justifiaient le bonheur différé. Comme le 3e petit cochon, il fallait d'abord travailler pour construire du solide, et puis après, on allait profiter des fruits de son travail. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ma 2e remarque sur les conséquences de cet effondrement des valeurs et des autorités traditionnelles. Avant d'expliquer les raisons pour lesquelles ça s'est effondré, nous sommes passés donc des idéologies du bonheur différé aux idéologies du bonheur ici et maintenant. Il y a un petit texte de Bettelheim que j'aime bien, Bruno Bettelheim, un psychanalyste freudien d'ailleurs, dans son livre qui s'appelle « La psychanalyse des contes de fées », dans lequel il explique que le premier petit cochon incarne ce que Freud appelait le principe de plaisir, c'est-à-dire tout de suite, et le 3e incarne ce que Freud appelait le principe de réalité. Marcus pensait, mais tout à fait à tort, que le principe de réalité est le contraire du principe de plaisir. Ce n'est pas du tout ce que dit Freud. Il suffit de lire Freud pour voir que le principe de réalité n'est qu'une modification, dit Freud, du principe de plaisir. On cherche toujours le plaisir, mais on tient compte de la réalité pour y arriver. Il y a une expérience qui est très claire en zoologie, c'est l'expérience réelle. Imaginez, si j'avais un tableau, je vous montrerai ça, mais imaginez un long couloir, mettons un couloir de 3 mètres, avec d'un côté c'est ouvert, et puis de l'autre côté, vous avez une grille, ou un grillage, ou plutôt, une espèce de grille par laquelle on peut passer quand même le cou d'une petite bête. Et vous mettez une poule dans ce couloir, vous mettez de la nourriture de l'autre côté de la grille. La poule passe le cou à travers le grillage ou la grille, elle essaye d'attraper la nourriture. Elle va finir par mourir parce qu'elle ne l'attrape pas.
vous mettez un animal intelligent, on parlait des rats tout à l'heure, même pas transgénique, un petit rat normal, c'est très intelligent, c'est aussi intelligent qu'un chat ou qu'un chien. Et très rapidement, il met son petit museau comme ça, et très rapidement, il comprend qu'il faut faire demi-tour. Il va sortir par le bout du couloir, même 3 mètres, et il va revenir bouffer la nourriture. Ça, c'est le principe de réalité. Il n'a pas abandonné le but, il s'agit toujours de satisfaire son désir de manger, mais il a compris qu'il fallait différer la satisfaction. Ça s'appelle l'intelligence, ou ça s'appelle le principe de réalité. Et donc, lui, il va survivre, mais il est obligé de différer le plaisir. C'est toute la différence entre le premier petit cochon et le troisième. Et dans la version anglaise, qui est intéressante, la version originale, qui date du 19e siècle, la version du conte, c'est avant que le conte soit un peu, vulgarisé par Walt Disney. On a plutôt les versions de Walt Disney aujourd'hui, mais la version anglaise dont parle Bettelheim est intéressante parce que dans la version anglaise originale, le loup mange le premier petit cochon, il mange le deuxième petit cochon, ça on a compris, le deuxième étant un intermédiaire entre l'enfant et l'adulte, entre le principe de plaisir qui définit le monde de l'enfance et puis l'âge adulte où on a appris à tenir compte de la réalité. Et le loup passe par la cheminée, il tombe dans la marmite, et le troisième petit cochon mange le loup avec les 2 frères à l'intérieur. Ce qui fait qu'on comprend que c'est en fait le même petit cochon, le même personnage, mais à 3 stades de son évolution qui va du principe de plaisir, le monde de l'enfance, au principe de réalité, le monde de l'adulte. On était dans les idéologies du bonheur différé. Et là, évidemment, j'y reviens, s'il n'y a plus d'après, s'il n'y a plus d'avenir radieux après la Révolution, s'il n'y a plus de résurrection de Lazare, si vous n'y croyez pas, et aujourd'hui même les catholiques n'y croient plus, ou ils sont très peu nombreux à croire que la Vierge était vraiment vierge, ou que Lazare est vraiment revenu. Bon, y a un exemple que moi je viens de publier un livre sur la philosophie chrétienne. Je suis pas croyant, mais j'aime beaucoup l'Évangile de Jean. Et puis j'avais écrit un livre avec le cardinal Ravasi, qui est toujours d'ailleurs le ministre de la Culture du pape, et dans le cadre de ce que l'Église appelle le parvis des gentils. C'est le dialogue que Benoît XVI voulait instaurer avec les non-croyants. Et Benoît XVI m'avait choisi comme interlocuteur pour son ministre en tant que non-croyant, et parce qu'il savait que j'étais passionné par la théologie chrétienne, même si malheureusement je ne crois pas à la résurrection des corps. Et donc on a beaucoup évoqué cette question. Il y a un petit passage de l'Évangile, on a publié ce livre en italien, en français, bon, Le cardinal et le philosophe, ça s'appelle, et donc c'était ce que Benoît XVI nous avait demandé, c'est quelle est la signification du message de Jésus pour les non-croyants ? Grande question. Et il y a évidemment 1000 choses dans les évangiles qui sont magnifiques et qui parlent aussi aux non-croyants. Tocqueville disait de manière géniale, dans La démocratie en Amérique, on est en 1836, il disait de manière géniale que l'égalité des créatures, des êtres humains devant Dieu, était devenue dans la République l'égalité des citoyens devant la loi, et qu'au fond, notre idée républicaine n'était qu'une sécularisation du christianisme. C'est tout à fait juste, très profond. Et très juste. Et donc, oui, ce passage de l'Évangile, vous savez, c'est quand Jésus marche sur l'eau. Et en fait, souvent, on oublie que Pierre aussi, son plus proche disciple, marche sur l'eau, puisque Jésus l'appelle, il est dans une barque en train de pêcher, et Jésus lui dit « Rejoins-moi ». Et Pierre se met à marcher sur l'eau, comme Jésus, et il y a un éclair dans le ciel, quelque chose comme ça qui l'inquiète, et il coule. Et que lui dit Jésus pour les catholiques dans la salle ? Homme de peu de foi, exactement. Et en fait, on interprète aujourd'hui, plus personne ne croit vraiment que Jésus a marché sur l'eau ou que Pierre a marché sur l'eau. Bah, peut-être quelques bénis, mais j'allais dire bénis, je ne veux pas être méchant, mais sinon, plus personne ne croit. Mais on pense que ça veut dire, évidemment, que symboliquement, si vous perdez la foi, vous perdez le salut, vous coulez. C'est ça que ça veut dire. Donc on peut donner une interprétation, on appelle ça l'herméneutique, des textes de l'Évangile, mais évidemment, si on ne croit plus vraiment qu'il y a un après, encore une fois, que ce soit communiste ou que ce soit chrétien, c'est de grandes religions, religion de salut terrestre, religion de salut céleste, alors c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. Ça change tout, mes amis, ça change absolument tout. Ça change tout, à peu près dans tous les domaines de la vie dans lesquels nous sommes plongés, dans ces vieilles démocraties. Premièrement, rapport au travail. Vous avez vu que 50 millions d'Américains ont quitté leur job pendant la pandémie. Ça s'appelle le Big Quit, la grande démission. En France, c'est quand même 1 million de Français qui ont quitté leur job. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a plus d'après
Et si c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux, c'est pas plus tard. Je ne vais pas perdre ma vie pour la gagner. Si j'ai un métier qui ne me plaît pas, si j'ai un métier qui est fatigant, qui n'est pas valorisant, qui n'est pas très bien payé, je quitte et je vais essayer de trouver autre chose. Le Big Quit est directement lié au fait que pendant la pandémie, beaucoup de gens se sont dit « mais j'ai qu'une seule vie ». C'est maintenant qu'il faut être heureux, c'est pas plus tard. Et donc, Big Quit et puis Quiet Quit, c'est-à-dire la démission tranquille, je ne sais pas comment on traduit, c'était à l'idée, bon, j'ai quand même besoin de mon job, j'ai gardé le job, mais j'en ferai le moins possible. Bon, remarquez que c'était déjà le cas depuis un moment en France, mais bon. Mais enfin, au moins, c'est officiel, voilà. Donc, métamorphose du rapport au travail. Deuxième élément, métamorphose du rapport à la fin de vie. Très important. Tout le débat sur l'euthanasie qu'on est en train d'avoir est lié à ça. Si je ne crois pas qu'il y a une vie après la mort, si je ne suis pas chrétien, croyant d'une manière générale, eh bien, à partir du moment où ma vie contient plus de peine que de plaisir, on est dans la logique utilitariste et matérialiste, à partir du moment où je vois aucune sortie possible de ma maladie ou de la souffrance dans laquelle je suis plongé, il n'y a pas de raison pour ne pas recourir au suicide assisté comme en Suisse ou comme en Hollande. Et donc, alors que pour un catholique, évidemment, ce qui se passe après la mort est beaucoup plus important que ce qui se passe avant. C'est ce qu'explique très bien Philippe Ariès dans son livre sur la mort en Occident, où il explique que, de manière assez géniale, que pour un catholique, pour un chrétien au Moyen-Âge, mourir pendant son sommeil sans s'en apercevoir est une catastrophe parce qu'on n'a pas le temps de remettre son âme à Dieu, de faire sa paix avec son prêtre, avec ses amis, avec soi-même, avec son Dieu. Et donc, ce que dit, si vous lisez les textes sur l'euthanasie dans le catéchisme officiel de l'Église, l'Église est à fond contre l'euthanasie, ou c'est encore plus le suicide assisté, parce qu'elle dit que les derniers moments de la vie sont absolument cruciaux pour pouvoir préparer sa mort et son passage, et que du coup, d'abord, nous ne sommes pas propriétaires de notre vie, pour les chrétiens, on n'est pas propriétaires de sa vie, mais en plus, ce qui se passe après est 1000 fois plus important que ce qui se passe avant, et donc quelques heures ou quelques jours, ou même quelques semaines de souffrance, ça vaut rien par rapport à une éternité de lumière, de vérité et de joie. Si vous ne pensez pas qu'il y a une vie après, autant être matérialiste, utilitariste, vous faites le calcul des plaisirs et des peines, et puis après tout, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, je crois que 85%, je regardais les chiffres dans les enquêtes d'opinion, des Français sont pour une modification de la loi Leonetti. Moi pas, mais parce que je pense que les gens ne connaissent pas la loi Leonetti, je pense qu'elle est suffisante. Mais peu importe, on peut en discuter. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans un monde désenchanté, dans un monde où on n'est plus croyant, le calcul des plaisirs et des peines s'impose comme étant ce qui doit être le critère d'une législation sur la fin de vie. Troisième élément, la prolifération des marchands de bonheur. Psychologie positive, théorie du développement personnel, le bonheur ici et maintenant. Donc le bonheur ici et maintenant, s'il n'y a pas de grande cause transcendante, communiste ou chrétienne ou nationaliste, alors si c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux, d'ailleurs dans les traités de psychologie positive, on martèle à jet continu, apprenez à savourer l'instant présent, ne vous enfermez pas dans la nostalgie ou l'espérance, on cite le bouddhisme, le stoïcisme, etc. C'est l'instant présent qui compte, apprenez à savourer l'instant présent. En effet, s'il n'y a pas d'après, c'est ici et maintenant qu'il faut apprendre à savourer l'instant présent, et c'est ce que vous proposent les traités de psychologie positive et de développement personnel, avec cette sacralisation du souci de soi narcissique. Il y a un livre de Fabrice Vidal qui a énormément de succès et qui s'appelle « Devenez narcissique et sauvez votre peau ». Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Narcisse, mon modèle ». Je l'ai sous les yeux. Et il y a un chapitre qui s'intitule, je ne change pas une virgule, hein, « Se sacrifier pour les autres est une très mauvaise idée ». Vous voyez, ça marche ensemble, c'est très logique. C'est cohérent, hein, je ne dis pas. Et il dit « Narcisse, mon modèle ». Alors évidemment, le chapitre, il faut le dire, est absolument grotesque parce qu'il va jusqu'à dire que dans le mythe de Narcisse tel qu'il est présenté par les Métamorphoses d'Ovide, que j'ai sous les yeux aussi, il n'est pas question de la mort de Narcisse ni des enfers. Alors en fait, il est question que de ça. Narcisse, c'est le contraire de Socrate, c'est le contraire du sage. Narcisse est beau dehors, mais méchant dedans, alors que Socrate est laid dehors, mais beau dedans.
Et dans le mythe de Narcisse, je vous rappelle qu'une jeune nymphe tombe, ça se termine comme ça. Je l'ai sous les yeux, je pourrais vous le lire, il est explicitement question de la mort de Narcisse et des enfers. Et quand la résurrection de Narcisse la fleur qu'on appelle le narcisse, en grec, ça a donné narcotique, ça veut dire le sommeil éternel. C'est pas du tout positif, c'est une catastrophe. Au fond, Narcisse, c'est le personnage le plus fou et le plus malheureux de toute la mythologie grecque. Alors le présenter comme un modèle de sagesse et de bonheur, enfin, c'est délirant, c'est une imposture totale. Et donc Narcisse est méchant, égocentrique. Quand sa maman Lyriopée le met au monde, elle va demander au meilleur devin de la mythologie grecque, qui s'appelle Tirésias, est-ce qu'il va vivre longtemps? Eh bien, et le devin lui répond, oui, mais s'il ne se regarde pas. Et il va se regarder dans un miroir qui est une flaque d'eau, en vérité, une mare d'eau. Et il est méchant comme une teigne, il est égoïste comme pas deux. Et il y a une nymphe qui s'appelle Écho. Ça a donné le mot écho en français, qui va tomber amoureuse de lui. Elle est affublée d'une malédiction que Héra lui a donnée parce qu'elle lui a menti sur les amours du mari d'Héra, sur les amours de Zeus. Je ne rentre pas dans les détails, mais la malheureuse est affublée d'une malédiction de la part de Héra, l'impératrice. Elle ne peut que répéter les derniers sons qu'elle a entendus. Et donc elle tombe amoureuse de Narcisse, qui l'envoie balader avec une méchanceté sans faille. Et puis elle finit par en mourir, et donc on entend sa petite voix qui se répercute dans les vallées, mais elle ne peut que répéter les derniers sons qu'elle a entendus. Et ses sœurs, les nymphes, en appellent à Némésis. Némésis, c'est la déesse de la vengeance, une des déesses de la vengeance. Il y a aussi les Érinies. Mais c'est une des déesses de la vengeance et de la punition. Et elles invoquent Némésis en lui disant ceci très exactement. Malheureusement, je suis permnésique, je n'arrive pas à oublier les choses, mais de temps en temps, ça peut être utile. Elles disent c'est exactement ceci à Némésis. Puisse-t-il tomber lui aussi amoureux d'un être qu'il ne pourra jamais posséder? Et il se regarde dans une flaque d'eau, il est à la chasse, il se regarde dans une mare qui est parfaitement calme, qui est comme un miroir, et il tombe fou amoureux de lui-même, parce que Némésis lui a donné cette malédiction, et il essaye de s'attraper, il se parle lui-même constamment. Mais comment se fait-il, dit-il, mais chaque fois que j'approche ma bouche de toi, tu te rapproches de moi, et pourtant je n'arrive pas à te posséder. Enfin, il devient complètement fou, et il finit par mourir parce qu'il ne peut plus s'alimenter, il ne peut plus boire, il ne pense qu'à son image, et quand il traverse, alors contrairement à ce que dit Midal, il s'appelle, oui, contrairement à ce que dit Midal, il traverse le fleuve des enfers, l'Achéron, et en traversant le fleuve des enfers, il essaye encore de saisir son visage, après sa mort. Et donc, il est évidemment puni de manière absolument atroce, et c'est un mythe, encore une fois, totalement négatif, et pas du tout un mythe de la sagesse, de la renaissance et de la positivité. Donc là, on est dans l'imposture totale. C'est pour ça, je vous dis, quand on déconstruit les grandes causes transcendantes, quoi qu'on en pense, nationaliste, communiste, christianiste, quoi qu'on en pense, et que vous vous retrouvez dans le souci de soi, mais ça confine, on devient totalement délirant dans l'éloge du narcissisme et dans la haine de tout ce qui peut être sacrificiel, esprit de sacrifice. Et moi, je vous dis une chose, parce que pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que ce que nous montre la guerre en Ukraine, quoi qu'on pense de cette guerre, mais ce qu'elle nous montre, c'est que le véritable enjeu de cette guerre, c'est pas les crimes de guerre. Citez-moi une seule guerre dans laquelle il n'y a pas eu de crimes de guerre. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas eu de crimes de guerre au Vietnam ou dans la guerre en Irak? Il y a eu des centaines de milliers dans la guerre en Irak, l'intervention de Bush. Il y a eu probablement 200 000 civils qui sont morts. Il y avait aussi des femmes enceintes et des maternités. Je veux dire, les journalistes nous racontent quand même vraiment n'importe quoi. L'enjeu de cette guerre, c'est pas les crimes de guerre. Il y en a dans toutes les guerres, hélas, et au Vietnam. Bon. Et l'enjeu de cette guerre, c'est la recomposition d'un monde, hélas, autour de la Chine, de l'Inde, de la Russie, de la Corée du Nord et de l'Iran, qui sera un monde plus ou moins totalitaire, enfin plutôt plus que moins, et qui déteste absolument l'Occident. Moi, je connais Poutine. Ce qu'il a en tête, Poutine, c'est très simple à comprendre, c'est qu'il pense qu'on n'a plus de valeur, qu'on n'est plus capable. On peut faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, ça nous gêne pas beaucoup, mais on n'est pas capable d'y aller nous-mêmes. Et l'idée de Poutine, c'est que l'Occident est en déclin complet,
et que ce qui va remplacer l'Occident, c'est la Chine. Démographiquement, scientifiquement, économiquement, la Chine sera numéro 1 dans très peu de temps, et que ce monde, je vous signale que l'Inde va être plus peuplée encore que la Chine d'ici une dizaine d'années. C'est 1,4 milliard, la Chine à peu près autant. Et donc le monde va se regrouper autour de la Chine, de l'Inde, de la Russie, et ils pensent que l'Occident est mort. Moi, ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est ça que, au fond, prépare cette espèce de narcissisme débile dans lequel on s'effondre avec cette idée que la quête du bonheur est l'alpha et l'oméga de la vie humaine, ce qui n'est pas vrai. Il y a d'autres valeurs que le bonheur. Il y a aussi des valeurs sacrificielles. On peut aussi, de temps en temps, mettre de côté sa quête narcissique du bonheur pour avoir visé autre chose. La liberté, l'intelligence, le courage. Il y a d'autres valeurs. Il n'y a pas que le bonheur. Cinquième ou quatrième élément, ça fait plus chic. Cinquième élément, est-ce que vous avez noté que pendant la pandémie, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça n'est jamais arrivé avant. Et là, je suis sidéré que personne ne l'ait noté. Ça, c'est ma rubrique ami paranoïaque, bonjour. Mais voilà, je trouve ça sidérant. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a mis la santé et la vie des humains au-dessus de l'argent et de l'économie. Au final, on a eu raison économiquement aussi, mais enfin, peu importe, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on a stoppé, en tout cas, on a voulu stopper cette pandémie en confinant, et avec cette idée que la vie humaine a plus de valeur que tout. Et surtout que l'économie et l'argent. Par rapport à 68-69, où il y a la grippe de Hong Kong, qui, en France, cause 35 000 morts. Ce qui rapportait à la population française de l'époque, qui n'était que de 50 millions de Français, est énorme. C'est quand même 5 ou 6 fois plus que la grippe saisonnière. 0 confinement, on ne fait rien. On n'en parle même pas. J'ai retrouvé 2 articles du Monde qui disent que c'est une grippette. Et donc là, on a confiné. Ma mère, qui a 98 ans, me dit que depuis l'occupation allemande, elle n'avait jamais connu de confinement en France. Et souvenez-vous qu'on se signait des autorisations de sortie, nous-mêmes. Et il y avait un motif d'autorisation de sortie qui me faisait rire, c'était pour aller promener son chien. Bon, il y avait un mec qui avait dit « Moi, j'ai pas de bol, j'ai une tortue, ça fait 6 heures que je suis dans l'escalier. » Mais c'était assez drôle parce que... Oui, c'était marrant parce que... Mais je le cite parce que, évidemment, oui, c'est vraiment drôle. Mais parce que les gens étaient... Les blagues circulaient sur Internet parce qu'on était dans un monde, au sens propre du terme, surréaliste. Personne n'avait connu ça. Voilà. C'est directement lié à l'effondrement des grandes causes sacrificielles. S'il n'y a plus que mon nombril, si j'ai qu'une seule vie, non seulement je ne veux pas la perdre pour un travail idiot, mais mal payé et pas valorisant, mais en plus je ne veux surtout pas la perdre puisqu'il n'y a rien après. C'est ça qu'on vit aujourd'hui, voyez. Et donc, 6e élément, la construction des avatars. Moi, ça me fait rire parce que toute la journée, je lis dans les Échos ailleurs, ah là là, Zuckerberg est en train de se planter avec Meta, ça ne marche pas, il n'a pas la technologie qu'il faut. Mais c'est qu'une question de temps. Si vous ne voulez pas voir Meta, qui est l'avatar, pas l'avatar, qui est le métaverse de Zuckerberg, allez voir ceux qui existent déjà et qui fonctionnent très bien. Allez voir Sandbox ou Decentraland. Toutes les boîtes de luxe, par exemple, sont sur Decentraland. Et ça marche très très bien. Voilà. Et évidemment, ce n'est pas pour rien que Zuckerberg a acheté Oculus, qui est le fabricant des lunettes 3D. C'est qu'une question de temps. Et ce gars, s'il investit 10 milliards par an dedans, ce n'est pas pour des prunes. Évidemment que ça va marcher. Et vous aurez un avatar qui vous ressemblera ou qui sera le contraire de vous, mais avec cette idée que votre vie d'avatar, elle sera plus heureuse que la vie réelle. C'est ça le projet fondamental des métaverses. Et c'est assez marrant parce que sur Decentraland, par exemple, vous avez toutes les boutiques de luxe y sont. Et j'ai regardé les sacs Gucci virtuels que vous achetez pour accessoiriser votre avatar. Par exemple, pour une réunion, comme on en a fait pendant le confinement, mais on les faisait sur Zoom ou sur Google Meet ou sur des... on les faisait pas en 3D et avec des avatars. Mais là, les sacs Gucci sont aussi chers en virtuel qu'en réel. Non, mais c'est pas drôle, c'est pas une blague. Vous allez payer 5 000 € un sac Gucci virtuel pour accessoiriser votre avatar, et c'est le même prix qu'en réel. Et le premier métavers s'appelait Second Life. C'est pas pour rien. C'est l'idée qu'on va avoir une vie plus heureuse, on va compenser. Regardez le film de Spielberg, qui est, comme toujours avec Spielberg, assez génial. Ready Player One, ça s'appelle. Vous trouvez ça facilement sur la toile. Ready Player One, 2018, et ça vous donnera, si vous ne savez pas ce que c'est, une vraie bonne idée de ce que c'est que ces métaverses en 3D. C'est remarquablement bien fait.
Et là, vous voyez ce que c'est que les avatars. Et en plus, vous avez la technologie haptique, de haptein en grec, qui veut dire toucher, où quand vous serrez la main, par exemple, dans une réunion, votre avatar serre la main d'un autre avatar, vous sentez sur vous le toucher. Ce qui, du reste, ouvre un boulevard à la pornographie, en 3D. Mais ce n'est pas rien. On prévoit des milliers de milliards de dollars dans les 15 ans qui viennent de trafic, de commerce sur les métaverses. Regardez Decentraland ou Sandbox. Sandbox, ça veut dire le bac à sable, tout simplement. Et c'est très, très bien fait. Et ça va progresser. Et là encore, ça veut dire qu'on va chercher le bonheur. Mais puisqu'on ne l'a pas dans le réel, qu'on n'est pas Alain Delon enfant, on n'est pas Brigitte Bardot à 18 ans, on va s'accessoiriser et se construire une vie merveilleuse où on va... Enfin, c'est la réalisation du rêve éveillé. Et puis peut-être une petite explication, enfin un petit mot, parce que beaucoup de gens me disent, il y a quand même l'écologie, voilà, qui remplace en effet le communisme défunt pour lutter contre le capitalisme. On passe du côté de l'écologie. Comme disait Alain Lipietz, qui était un de nos candidats à la présidence ou député européen vert, il disait « Je suis arrivé au vert par le rouge ». Il était maoïste. Et puis bon, il y a eu quand même 70 millions de morts. C'était difficile de continuer à être maoïste. Bon, il y avait quand même des limites à l'inhumain. Et donc il est devenu, il dit voilà, j'ai continué la lutte contre le capitalisme par l'écologie. C'est pour ça qu'on les appelait les pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Mais c'est de là que ça venait, oui, bien sûr, c'est là. Et donc, la seule différence, donc ne vous y trompez pas, parce que les gens disent, mais si, vous voyez, les jeunes, ils se dévouent pour l'écologie, etc. Mais ce n'est pas une écologie, c'est pas une idéologie sacrificielle. C'est le contraire. C'est une idéologie qui défend la vie. Donc, aller crever les pneus des grosses bagnoles, c'est pas à Paris, c'est pas du sacrifice. C'est au contraire, c'est très amusant. Voilà, quand on est militant activiste et qu'on retrouve du sens à sa vie, parce que toutes les variantes de l'extrême gauche s'étant effondrées, les activistes retrouvent du sens. Et il n'y a rien de plus joyeux que de retrouver du sens à sa vie, du militantisme. Et donc, ce n'est pas du tout le désespoir, c'est au contraire le bonheur de retrouver un sens à sa vie et d'être militant. Mais encore une fois, à la différence du nationalisme, du christianisme, enfin des religions communistes ou religions de salut céleste, l'écologie est une religion de la vie et pas du sacrifice de la vie. C'est le contraire. Il s'agit de protéger la vie, protéger la planète. One Health, comme on dit, une seule santé, la santé humaine, la santé animale, la santé de la planète. Les trois vont ensemble. C'est ça l'idée fondamentale de l'écologie contemporaine. Alors, un mot sur les causes. J'avais dit trois temps, et puis je m'arrêterai là. Donc, premier temps, la déconstruction. Deuxième temps, le souci de soi, l'explosion du narcissisme. Moi qui m'inquiète énormément, parce qu'encore une fois, le big quit, le quiet quit, et puis le refus de l'esprit de sacrifice, je préférerais qu'on prenne comme modèle les femmes iraniennes. Voilà, parce que par rapport aux Chinois, aux Russes, aux Indiens, je veux dire, eux, ils s'effondrent de rire en regardant que nous, on s'effondre dans les idéologies du bonheur par soi. C'est ridicule. Et donc, on est en train de devenir mou comme pas deux par rapport à des totalitaristes qui sont durs comme pas deux. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, on déconne complètement. Et donc, quelle est la cause de ça? Alors, ça va faire de la peine à Nicolas et à Pierre Gattaz. La vérité, c'est que c'est le capitalisme qui a déconstruit les valeurs traditionnelles. C'est pas, les gauchistes n'ont été qu'en renfort. Le capitalisme, Schumpeter a raison, le capitalisme, c'est un système qui fonctionne à l'innovation permanente. Quand vous fabriquez ce qu'on a tous dans la poche, si vous n'innovez pas tous les 6 mois, vous êtes mort. Vous êtes ravalé par le voisin. Benchmarking oblige. Donc le capitalisme est une logique d'innovation permanente, et le revers de la médaille de l'innovation, comme Schumpeter l'avait compris, c'est la rupture avec les traditions. Et il y a une raison de fond qui est beaucoup plus puissante que tout ce qu'on peut imaginer, c'est que rien ne freine autant la consommation que les valeurs traditionnelles. J'ai bien connu sœur Emmanuelle, c'était ma meilleure amie, la petite sœur Emmanuelle, elle me disait toujours « j'ai 2 robes » avec sa petite voix, une pour le dimanche, une pour la semaine. Elle me dit « quand j'ai fait vœu de pauvreté, mais j'ai été soulagée, j'étais heureuse, j'étais plus emmerdée à trouver des moyens de consommer. » J'ai connu très bien mon arrière-grand-mère, c'était pareil. Plus vous avez des valeurs traditionnelles dans la tête et dans le cœur, moins vous consommez. C'est ce que Freud appelait la sublimation. La sublimation freine la consommation.
j'allais dire d'une phrase, mais je suis un libéral, je suis un gaulliste, donc républicain en politique, mais libéral en économie. Il fallait, je vais le dire comme ça, il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites pour que nous et nos enfants, nous entrions dans la consommation de masse sans laquelle le capitalisme mondialisé ne pouvait pas se développer. Et ce n'est pas parce qu'on est un libéral qu'on est obligé d'être un faucheton ou d'être idiot. C'est la vérité, tout simplement. Et donc, cette déconstruction des valeurs traditionnelles, elle est le fait du capitalisme. Et ce qui est très marrant, c'est que les 68 arts n'ont fait que renforcer le capitalisme. Ils ont été les cocus de l'histoire. La preuve, soit ils sont morts, soit ils sont chez Macron. Il n'y a pas de... Vous voyez, donc ils sont devenus des libéraux sociodémocrates mollassons, mais libéraux d'abord. Et donc ils sont plus anarchistes, ils sont plus maoïstes, ils sont plus trotskistes, ils sont macroniens. Voilà. Quand ils ne sont pas à l'extrême droite. Il y en a beaucoup à l'extrême droite, parce qu'il y a une radicalité à l'extrême droite qui plaît aussi aux anciens 68 arts. Et la preuve en est peut-être le meilleur exemple de cette collusion entre le bourgeois de droite et le bourgeois de gauche. C'est l'art contemporain. Dans l'art contemporain, qui est un art de l'innovation, en fait, il n'est que art de l'innovation. Il y a la plupart du temps ni sens ni beauté, ce n'est pas le sujet, c'est simplement l'innovation, pour l'essentiel. Quand Bertrand Lavier pose il s'amuse à faire ça, il pose des frigidaires sur des pianos à queue. Putain, excusez-moi, mais franchement, il faut avoir du temps à perdre. Bon. Alors, mais qui achète ça? Mon ami François Pinault qui trouve ça, parce que c'est innovant. Et donc, qui achète les œuvres d'art? Qui achète un Jeff Koons à 54 millions de dollars? Un ouvrier, un paysan. Qui va dans un concert de Pierre Boulez, de musique dodécaphonique? Il n'y a pas un ouvrier, il n'y a pas un paysan dedans. L'artiste est de gauche, mais l'acheteur est de droite. C'est ça la vérité de l'art contemporain. Et là, vous voyez la réconciliation, ça s'appelle le bobo, du bourgeois et du bohème, du capitaliste d'innovation et du 68 art revenu de sa pseudo-révolution et qui retourne dans le rang et qui s'investit dans les médias, dans le cinéma, dans la pub, dans tout ce qui peut rapporter de l'argent et vous permettre d'être connu. C'est ça la vérité. Je veux dire, j'y peux rien, c'est factuel. L'artiste est de gauche, l'acheteur est de droite. C'est une évidence, ça crève les yeux. Et donc, on est dans ce monde-là et je pense que la seule chose qui puisse nous sortir de là, parce que là, on est en train de s'enfoncer jusqu'au cou, et encore une fois, par rapport à ce monde totalitaire qui va sortir de la guerre en Ukraine, on va crever. Voilà. Les démocraties ne pourront pas se défendre face à ça si elles n'ont pas quelque chose pour se défendre. Il faut aussi du courage, il faut du cœur. Voilà. Où est-ce qu'on va le trouver? Pas en regardant son nombril et en lisant Fabrice Midal, ça c'est sûr que non. Ou Christophe André, voilà. En pratiquant l'autoparentalité, je veux dire, enfin, il faut arrêter, quoi. Et donc, la seule chose qui puisse nous sortir de cet effondrement, et c'est pour ça que je ne suis pas pessimiste, c'est jouable encore. C'est pas gagné, mais c'est jouable. C'est ce que j'ai appelé la révolution de l'amour. C'est ce que j'ai appelé la sacralisation de l'humain. L'histoire du mariage d'amour en Europe, l'histoire de la famille moderne, j'y ai consacré plusieurs livres, mais notamment un qui s'appelle La révolution de l'amour. C'est cette idée, et puis je termine vraiment avec ça, que ce que nous vivons, c'est la sacralisation de l'humain, c'est un nouveau visage du sacré. Le sacré, ça n'est pas le religieux. Ça peut l'être, mais pas forcément. Le sacré, c'est le lieu du sacrifice possible et du sacrilège. Si vous y touchez au sacré, à ce que je considère comme sacré, je prends les armes. Et je peux sacrifier ma vie s'il faut et faire la guerre. Eh bien, je prétends que dans la vieille Europe, les trois grandes figures traditionnelles du sacré sont mortes aujourd'hui. On est mort pour Dieu, on est mort pour la patrie, on est mort pour la révolution communiste, 120 millions de morts dans le monde. C'est fini. Je disais tout à l'heure, Marine Le Pen est peut-être patriote, mais pas au sens où l'était le général Nivelle, dont je vous parlais tout à l'heure. Et quant à Mélenchon, c'est pas, je veux dire, c'est un social-démocrate un peu rude, mais il ne va pas prendre l'Élysée par les armes, ni d'ailleurs par le suffrage. Il n'y a pas à nouveau que des mauvaises nouvelles. Mais c'est pas un vrai bolchevique. Il est dur en parole, mais la vérité, c'est que c'est un social-démocrate, même s'il parle comme un bolchevique. Mais il ne veut pas prendre l'Élysée par la violence. C'est pas vrai. Et donc, la vérité, c'est que ce que nous vivons, c'est la sacralisation de l'humain. Les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à faire des sacrifices, à faire la guerre, à prendre les armes,
Ce sont des êtres humains aujourd'hui, et notamment ceux que nous aimons. Vous touchez un cheveu de mes filles, je prends mon 38. C'est ça qu'on vit. Et ça veut dire que la question politique fondamentale, c'est plus comme en 1968, à droite la nation, à gauche la révolution. La question politique, il n'y en a qu'une, c'est quel monde, nous les adultes, nous prendrons la responsabilité de laisser à nos enfants, c'est-à-dire à l'humanité qui vient. Ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas les vôtres, c'est l'humanité tout entière, c'est un grand sujet. C'est la question de la dette, est-ce qu'on va leur laisser une ardoise? C'est la question de la guerre, est-ce qu'on va leur laisser un monde en guerre avec l'islamisme? C'est la question de la protection sociale, est-ce qu'on va laisser de quoi dans ce monde mondialisé, c'est le cas de le dire, payer la protection sociale? C'est la question de l'école, et c'est évidemment la question de la transition écologique. Est-ce qu'on va leur laisser un monde vivable, habitable, un monde dans lequel il fera bon vivre? Ça, c'est notre responsabilité d'adultes. Et là, nous serions prêts à faire des sacrifices. Si les politiques comprenaient ça, on aurait fait un immense pas. Parce que faire un sacrifice pour la nation, pour la révolution, c'est carboniser. Pour Dieu, évidemment, il y a des fous de Dieu, mais ils viennent d'ailleurs. En revanche, si les gens pouvaient comprendre que s'ils ne se relèvent pas, s'ils continuent de s'effondrer dans cette quête du bonheur personnel, ils vont plomber l'avenir de leurs enfants, c'est-à-dire de ceux qu'ils aiment le plus au monde, pour lesquels ils seraient prêts à faire des sacrifices. Eh bien, je pense qu'ils seraient prêts, en effet, à faire quelque chose pour ce monde qui vient. Et donc, si j'étais encore en politique, moi, je construirais un programme là-dessus. C'est-à-dire, quel monde, nous, les adultes, nous allons prendre la responsabilité de laisser à ceux qui viennent. C'est ça, le grand sujet. C'est ni la nation, ni la révolution, c'est la question des générations futures. Merci à vous, j'arrête là. Oups, et voilà. Un grand merci à vous. Alors, il nous reste 5 grosses minutes pour des questions, Ouais. si tu en es d'accord. Pendant que le micro circule, il y a parmi tous les fils à tirer, moi il y en a un qui m'intéresse particulièrement. Tu as évoqué la question du quiet quitting, qu'on voit dans les sondages, qu'on commence à voir de façon extrêmement concrète. Ah oui, 30 à 40% des Français, des salariés, pratiquent le quiet quitting. Donc c'est pas... Ils le faisaient déjà, mille fois raison. Non, mais le problème, c'est que c'est absolument, parmi tous les sujets et toutes les applications, c'est incompatible avec notre modèle social, par exemple. Là, on ne peut pas conserver notre modèle social et pratiquer le quiet quitting. Donc là, voilà, il faut... Tu as fait un papier là-dessus. Oui, c'est l'un ou l'autre. Alors, est-ce que le micro circule? C'est crucial, ouais. Monsieur. Bonjour Monsieur Ferry, merci. Vous avez évoqué au début de votre prise de parole la déconstruction des structures morales traditionnelles, la religion, communisme, nationalisme, etc. Ouais. Et qu'on est arrivé dans une société où on cherchait un plaisir actuel, un plaisir de l'instant T. Pourtant, il me semble qu'aujourd'hui, et les statistiques le prouvent, la France et les pays occidentaux en général sont les principaux consommateurs d'antidépresseurs. Ben oui, justement. Ouais. Donc, et vous avez évoqué aussi, par exemple, l'arrivée de nouvelles causes comme possibilité de nouvelles formes de bonheur, mais il me semble que c'est aussi surtout de grandes formes d'angoisse. L'écologie, aujourd'hui, dans les médias relayés par la presse, ce sont des grosses formes d'angoisse. Donc aujourd'hui, est-ce que trouver la voie du bonheur, est-ce que ce ne serait pas justement revenir à ces sources traditionnelles plus anciennes de bonheur? Merci de la question qui est très profonde, très juste. Je la prends en entier. Non, je pense... Moi, je vous ai dit que sœur Emmanuelle était vraiment ma meilleure amie, enfin dans cette génération en tout cas, et elle avait écrit un livre qui s'appelle « Le paradis, c'est les autres ». Et j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de l'action humanitaire, bien sûr sur l'écologie aussi. Et ce qui m'a frappé dans l'histoire de l'action humanitaire, c'est notamment un livre qui a été publié il y a une dizaine d'années et qui était un livre qui publiait les lettres anonymement, pour pas qu'il y ait de narcissisme, justement, des médecins humanitaires, et qui disent « mais j'ai trouvé un sens à ma vie en m'occupant des autres, pas en m'occupant de mon nombril ». Et je pense que le paradis, c'est les autres, s'occuper des autres, c'est le meilleur moyen de sortir de la dépression. Et je pense que cette idée, justement, dans mon livre, je cite les enquêtes de terrain qui montrent que les gens qui rentrent dans la psychologie positive et dans les théories du développement personnel de manière fanatique entrent en dépression assez rapidement. Plus on cherche le bonheur, plus on est dans son nombril, plus on est malheureux et plus on bouffe du tranxène et des benzodiazépines. Voilà. Et donc la vérité, c'est que pour retrouver du sens, il faut s'occuper des autres. Et donc, bien sûr, moi, je défends
l'écologie éco-moderniste. Je défends un courant de l'écologie, ce n'est pas l'objet de la conférence de ce soir, mais je pense que bien sûr l'écologie fait partie du sens qu'on peut retrouver, de la militance qu'on peut retrouver. Pas du côté de la décroissance à mon avis, mais du côté de l'éco-moderniste en tout cas à coup sûr. Mais là on s'occupe d'autre chose que de son nombril. Mais quand vous rentrez dans une logique d'autoparentalité, et que vous ne vous occupez que de votre nombril, et que vous dites « je suis génial », mais vous finissez avec bourré de tranxène. Et c'est ça, la consommation d'antidépresseurs, elle est liée directement à cette inflation du narcissisme, à mes yeux. Dès que vous vous occupez d'autre chose que de votre nombril, ça va mieux. Et je pense que c'est un vrai message à faire passer. Je pense que les femmes iraniennes, aujourd'hui, elles ne prennent pas d'antidépresseurs. Elles n'ont pas besoin de ça. Elles risquent leur vie en luttant contre ces vieux cons. Et c'est vrai que c'est ça. Voilà, pour moi, c'est un modèle, ça. Mais voilà, aller ouvrir les chakras et puis faire de la méditation. Attends, pitié, arrêtez. Ça mène à rien. Voilà. Il faut s'occuper des autres. Alors, on va prendre une deuxième question. Oui, attendez, je suis là. Ah. Non, vous avez déjà posé 14 questions depuis le début de l'après-midi, donc je répartis un peu la parole, c'est normal. Oui, bonsoir. Enfin, bonjour. Merci beaucoup pour votre exposé passionnant. Moi, je me demandais, donc vous êtes très critique de la littérature sur le développement personnel, etc. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même derrière ça aussi une idée qui n'est pas forcément incompatible avec votre message d'amour des autres, qui serait qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour se tourner ensuite vers les autres? Oui. Alors, ça c'est la bonne objection. Mais je vais vous dire, dans le livre que je suis en train d'écrire, il y a tout un chapitre sur les propositions, les conseils de la psychologie positive. Si tout était absurde, ça ne marcherait pas. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, notamment ce que vous venez de dire. Les gens qui se détestent eux-mêmes sont les plus dangereux qu'on puisse trouver. Mais on n'est pas obligé de passer de l'autre côté du cheval. Vous voyez, moi, je ne me déteste pas, mais si je dois choisir entre ma vie et celle d'une de mes filles, mais je donne ma vie pour elle à la seconde. Voyez, et donc, je pense que là, les textes que je vous ai lus de Midal ou l'autoparentage, on est passé de l'autre côté du cheval. Donc, Pascal disait que même il y a souvent du vrai, même dans les opinions les plus fausses. Et donc, évidemment que dans la psychologie positive, il y a beaucoup de choses vraies. Notamment, après tout, moi aussi, je pourrais très bien vous faire un discours magnifique sur le fait qu'il ne faut pas tomber dans la nostalgie ou dans l'espérance pour bousiller le présent, et que savoir savourer l'instant présent, ça peut être formidable. Et je peux vous sortir des textes stoïciens. Moi, je cours au Castellet sur le Paul Ricard avec des voitures qui vont très vite. Et quand vous êtes dans le double essai au volant à 180 ou 200 à l'heure avec une espèce de voiture de fou, je peux vous garantir que vous êtes dans l'instant présent. Vous n'avez pas intérêt à être dans la nostalgie ou l'espérance, c'est carbonisé. Voilà. Mais en général, pour moi, il faut quand même plutôt que c'est quand je suis chez moi à Port-Grimaud, au bord de l'eau, que les enfants vont bien, qu'ils sont couchés, que je suis amoureux, pour une fois ça marche, et que j'ai pris 2 verres de rosé, parce que ça peut quand même aider. Voilà. Mais donc je suis pas... Vous voyez, je pourrais très bien faire l'inverse de ce que je vous dis et défendre l'idée qu'il faut s'aimer soi-même, l'idée qu'il faut savoir savourer l'instant présent, l'idée qu'il faut vivre sa vie, ce que les Romains après appelaient la préméditation malorum, c'est anticiper les catastrophes pour ne pas être surpris par les catastrophes, vivre sa vie au futur antérieur. Quand la catastrophe sera arrivée, alors je m'y serai préparé. Ça, c'est le futur antérieur. Je pourrais vous développer ça et vous montrer à quel point... Et moi-même, je pourrais faire psychologie positive. Je pourrais faire gourou dans le quart d'heure. Mais simplement, on est passé de l'autre côté du cheval, c'est ça que je veux dire. Mais sinon, vous avez raison. Hein. Voilà, un grand merci à toi, merci encore une fois. Merci à toi. Merci à toi. On se retrouve, parce que tu as évoqué la question du rosé, avec Pierre Gattaz dans 10 minutes, et on va parler du vin, justement, parce qu'on n'en a jamais parlé avec lui, puisqu'il est devenu Pierre viticulteur. Il peut pas le dire, mais il a un rosé, le rosé du château de Sannes, qui est vraiment exceptionnel. C'est pas une blague. Ouais. Enfin, je dis ça parce qu'il va me donner une caisse, mais sinon... Donc on se retrouve dans 10 minutes.